Ici Radio Meuron, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je me nomme Jean-Marc Regnault, je suis en Polynésie depuis 26 ans. J'ai une formation donc d'historien et je suis venu ici pour préparer donc la création de l'Université du Pacifique. Et mon travail d'enseignant-chercheur m'a amené donc à faire des recherches, notamment sur les essais nucléaires. Alors, quand on veut étudier la vie politique en Polynésie ou la société d'une façon générale, il est évident que les essais nucléaires sont un élément majeur de l'histoire contemporaine de la Polynésie. Par conséquent, il était intéressant de pouvoir suivre la façon dont, peu à peu, la France a décidé de s'installer ici pour ces essais, et aussi de voir comment les hommes politiques locaux, les dirigeants, aussi bien des partis, mais aussi des syndicats, des entreprises, etc., avaient vécu la chose. Voilà, donc c'était au départ un travail qui partait pratiquement de rien, parce qu'on avait très très peu d'archives, donc il y a une trentaine d'années. Et surtout, c'est un travail qui a été commencé sans a priori, pratiquement. Bien sûr, j'avais quelques idées sur les essais nucléaires et sur ce qu'ils représentaient, mais j'en ignorais, si vous voulez, les ressorts essentiels. La principale difficulté pour un historien qui est en même temps un peu un politologue, c'était de sortir des mythes qui étaient répandus aussi bien pour ou contre les essais nucléaires. Et puis, c'était aussi lutter un petit peu contre toutes sortes de propagandes qui avaient été faites, encore une fois pour ou contre, mais qui étaient souvent une propagande peu honnête au regard des documents d'archives. Mais mon premier objectif, ça avait été, d'abord, parce que je ne disposais pas de beaucoup de moyens, c'était d'étudier la vie politique au regard des essais nucléaires. C'est-à-dire, la première chose qui m'a intéressé, c'est comment la France a pu donc implanter ses essais ici, quelle résistance elle a rencontrée ou quelle résistance n'a-t-elle pas rencontrée, comment ça s'est fait et comment finalement les hommes politiques ont relativement bien accepté cette chose. Voilà, donc ça c'était mon premier objectif. Donc j'ai travaillé sur les archives locales essentiellement, donc les débats à l'Assemblée territoriale notamment, les témoignages donc, des hommes politiques de l'époque. Et puis, dans un second temps, j'ai essayé d'avoir des informations qui étaient donc des informations de l'armée. Et donc, j'ai dû demander des dérogations que j'ai obtenues pour consulter donc, les archives du CEP et de la DIRSEN. Alors, on ne peut pas dire que j'ai rencontré de l'hostilité, même, je dirais plutôt le contraire. Lorsque j'ai expliqué donc, le sens de ma démarche, j'ai plutôt rencontré une oreille attentive, étant entendu que, très curieusement, du côté de l'armée, ils étaient assez désireux qu'on élimine un certain nombre de mythes, peut-être aussi, qui étaient répandus. Je n'ai pas eu toutes les dérogations, parce qu'il restait des documents, notamment, je crois, ceux qui appartenaient à Pierre Messmer, qui n'étaient pas consultables. Et notamment, il y a un dossier qui n'est toujours pas consultable,
malgré mes demandes réitérées. C'est un dossier qui s'intitule L'implantation du CEP 1957-1964. Alors, il y a des gens qui ont contesté mon travail et qui disent « mais non, vous voulez montrer que le CEP était prévu depuis longtemps, mais c'est pas vrai ». Alors je leur réponds toujours « oui, mais il existe un document d'archives qui est répertorié avec cette mention, l'installation 1957-1964 ». Bon. Mais les autres dossiers qui m'ont été donnés m'ont permis de bien quand même envisager que, effectivement, la date de 57 était la date à partir de laquelle on a envisagé cette implantation. Toutes ces archives ont permis de voir comment donc la France avait peu à peu décidé, et surtout ce que je voulais savoir, c'était quelles étaient les dates qui pouvaient être retenues comme étant celles où la France donc avait envisagé cette implantation en Polynésie. Parce que ce qui m'intéressait essentiellement, c'était de voir, par rapport aux dates, s'il y avait eu des répercussions sur la vie politique locale. Or, sans doute savez-vous qu'en Polynésie, il y a eu en 1958 le député qui s'appelait Puvana Opa, qui était en même temps vice-président du gouvernement, c'est-à-dire en fait le chef du gouvernement local, dans un statut d'autonomie qui était tout récent, qui avait moins d'1 an, qui a été arrêté, mis en prison, jugé et emprisonné en métropole et interdit de séjour. Alors, c'est en 1958, bon, l'implantation du CEP, c'est 1963. Donc je voulais savoir si, en fait, l'éviction de Puvana de la vie politique était liée aux essais nucléaires. Alors, il y a aussi des documents que j'aurais bien aimé avoir et que je demande toujours avec insistance, toujours du refus. Ce sont les dossiers qui concernent en particulier l'affaire Puvana-Opa. Alors, j'en ai eu beaucoup de documents, mais il reste des dossiers, notamment dans le fonds Jacques Faucard, un dossier qui s'intitule l'affaire Puvana, et ce document est toujours refusé, sous prétexte que cela met en cause... je vais faire une petite pause avant de dire des choses, parce que c'est assez curieux. Les premiers refus ont été motivés par secret défense et la dignité de certaines personnes toujours vivantes. Alors, la dernière fois que j'ai fait une demande de dérogation, la seule opposition qui m'a été faite, c'est la dignité des personnes toujours vivantes. Ce qui, pour moi, sonne comme un aveu, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes toujours vivantes ont été partie prenante d'un complot ou d'une magouille pour que le CEP puisse s'installer en relative tranquillité. Parce que, ça, inutile de le cacher, un certain nombre de documents montrent clairement que le CEP a acheté, en quelque sorte, un certain nombre de responsables politiques. Alors, ma démarche a été la suivante. Un historien, en général, travaille comme cela. Il a des documents, il analyse des faits, et pour tenter de les expliquer, il fournit des hypothèses. Un grand historien avait écrit la chose suivante, on ne trouverait jamais rien si on ne cherchait pas. Donc il faut partir d'un certain nombre d'hypothèses, et moi, si vous voulez, ce qui m'a motivé, c'est la chose suivante. Je reviens sur le cas de Puvana-Opa. Donc voilà un monsieur qui est arrêté sous un prétexte étonnant. Il aurait voulu mettre le feu à la ville de Papeete. Donc il est arrêté, mis en prison, jugé, condamné. Bon. Mais je trouvais que c'était un peu suspect. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un lien entre son arrestation et cette volonté de la France de faire des essais nucléaires? Et c'est comme ça que donc, j'ai cherché des documents et j'ai questionné donc, les documents pour trouver une réponse à cela. Alors, il y avait des documents, si vous voulez, qui étaient publics, des choses qui étaient toutes simples et qui permettaient d'étayer l'hypothèse.
il y en avait deux. Il y avait d'abord le témoignage du général Ayret. Le général Ayret avait été chargé, fin 56, début 57, de répondre à une question du gouvernement: où pourrait-on faire des essais nucléaires? Donc je rappelle, pour que ce soit clair, qu'en 1956, la France se lance dans la désastreuse affaire de Suez, l'expédition de Suez, qui est un désastre diplomatique, puisque la Russie menace, l'Union soviétique menace la France de représailles nucléaires. Donc les gouvernements français prennent conscience que sans l'arme nucléaire, ils ne sont rien, et que si on veut restaurer la grandeur de la France, il faut pouvoir répondre donc, par ce qu'on appelle la dissuasion. Donc il faut au moins, comme l'avait dit le général de Gaulle, avoir la capacité d'arracher un bras à son adversaire. Donc le général Ayret a publié donc ses mémoires, et dans ses mémoires, il explique que, après avoir cherché un petit peu, il dit: il y a deux endroits au monde où la France peut faire des essais, c'est au Tuamotu ou en Algérie. Et il dit: au Tuamotu, c'est impossible actuellement, il n'y a pas d'aéroport en Polynésie, les avions n'ont pas un champ d'action suffisant pour aller jusque-là, de toute façon, même s'il y a un aéroport. Il dit que c'est donc en Algérie qu'on doit les faire. Mais il ajoute, du moins, tant qu'on ne devra pas procéder à des essais thermonucléaires. Et puis, la deuxième chose qui est publique, c'est que depuis longtemps, on posait la question à Tahiti: pourrait-on créer un aéroport donc sur l'île de Tahiti? Alors, ceux qui soutenaient cette démarche se faisaient toujours opposer la réponse suivante: non, ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens, de toute façon, pourquoi faire, vous êtes isolés, etc., etc. Bon. Donc, c'était impossible. Or, il se trouve que, donc, chronologiquement, donc, fin janvier, début février 1957, le général Ayret dépose son rapport, et au mois d'avril ou mai 1957, on a une réunion interministérielle qui débloque le problème de l'aéroport, brutalement, avec énormément d'argent et des moyens considérables. C'est-à-dire que ce n'est pas une opération faite à la petite semaine. Et il y a un gouverneur, d'ailleurs, qui, dans ses écrits, dit ce que la France fait en Polynésie, c'est toujours nul, c'est mal calculé. Il donne des exemples multiples de bâtiments qui ont été faits n'importe comment, etc., etc. Il dit la seule chose qui ait été bien calculée, bien préparée, c'est le terrain d'aviation. Or, officiellement, il est fait pour les touristes. Mais il n'y a pas 10 000 touristes à l'époque pour venir en Polynésie. Donc c'est assez curieux qu'on ait mis autant de moyens et qu'on soit allé aussi vite seulement pour le terrain d'aviation et pour les touristes. Donc il y avait manifestement une autre idée derrière. Quelque temps après, donc à la fin de l'année 57 et au début de l'année 58, le général Ayret attire l'attention du gouvernement français sur le fait qu'on perdra l'Algérie. Ou qu'en tout cas, en Algérie, on va avoir des problèmes diplomatiques avec les pays africains voisins. Et il dit, il faut donc envisager, alors que le gouvernement français avait décidé de faire des essais en Algérie, mais il dit, il faut envisager autre chose. Et il dit notamment, ou bien on fait des essais en France, donc il faut pour ça chercher des endroits, et donc on suggère dans les Hautes-Alpes plusieurs endroits, ou en Corse éventuellement. Et puis, dit-il, ou, selon une étude déjà faite, outre-mer. Bon, donc c'est clair, il relance donc déjà la Polynésie. Et d'autres archives nous montrent que, effectivement, dès 1958, il y a des ingénieurs qui commencent à travailler en Polynésie, à chercher des endroits où on pourrait assez facilement faire des essais nucléaires. Donc, on s'aperçoit donc que la France a bien compris, même avant l'arrivée du général de Gaulle, qu'un jour on aurait besoin
de la Polynésie. Et donc, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, lui, il a deux objectifs, la stabilité politique et deuxièmement la grandeur de la France. Et pour lui, alors, le nucléaire devient une priorité des priorités. Et je crois que c'est 4 semaines ou 5 semaines après son retour au pouvoir, il prend la décision de confirmer ce qui avait été donc, annoncé par le gouvernement précédent, et les essais devront avoir lieu impérativement en janvier ou février 1960. Mais en même temps, le général de Gaulle doit bien être conscient que les essais nucléaires au Sahara, c'est un pis-aller. Ça ne pourra pas durer indéfiniment parce que l'Algérie est perdue. Même si le général de Gaulle revient au pouvoir avec la phrase « Vive l'Algérie française », tous les exemples, enfin tous les témoignages montrent qu'il a bien conscience que de toute façon, on perdra, un jour ou l'autre. Et j'en ai eu donc des témoignages de militaires qui étaient proches de lui. Donc, il faut envisager autre chose. Alors, dans les archives, on s'aperçoit qu'il y a eu des projets plus ou moins farfelus au Kerguelen, en Nouvelle-Calédonie, mais on s'aperçoit que les projets les plus sérieux, c'est toujours la Polynésie. Bon. Mais avec cette pratique qu'on connaît bien dans la façon de gouverner ou même pour les armées, on fait plusieurs hypothèses et selon les avis politiques, ensuite, on choisit. Alors, la Polynésie n'était peut-être pas le meilleur endroit pour en faire, mais politiquement, en tout cas, c'était plus facile. Par exemple, le général de Gaulle ne voulait pas entendre parler d'essais en Nouvelle-Calédonie, même s'il y avait des îlots sur lesquels c'était possible, parce que, disait-il, avec les Calédoniens, on ne sait jamais. Lui était persuadé qu'un jour ou l'autre, la Calédonie se séparerait de la France. Et puis surtout, on était trop près de l'Australie. Et l'idée du général de Gaulle, c'est qu'il faut faire les essais en Polynésie. Alors ça pose des problèmes, il y a des problèmes de distance à l'époque, mais vous connaissez la phrase du général, l'intendance suivra. C'est-à-dire que débrouillez-vous, c'est là qu'il faut, politiquement, c'est là que ça posera le moins de problèmes. En plus, comme les Américains ont tiré dans la région, on ne pourra pas nous accuser, nous, de le faire. Donc, voilà, il est clair que les choses se mettent en place et qu'il faut dégager le terrain. Or, le député Pouvana-Opa était un député nationaliste, partisan de... c'est difficile à dire comme ça brutalement, mais partisan de l'indépendance de la Polynésie, ou en tout cas d'une séparation d'avec la France, et compte tenu du caractère religieux, très religieux de son parti politique, il était tout à fait exclu qu'il puisse accepter un jour qu'on fasse une arme nucléaire dans son pays. Voilà. Donc le personnage était devenu dangereux, même si lui, bien sûr, ne savait pas qu'un jour on ferait des essais nucléaires. Et tout ce que j'entends quelquefois chez certains Polynésiens dire que oui, il avait l'intention de s'opposer aux essais, bon c'est faux, puisqu'il apprend les essais comme tout le monde en 1963, pas avant. Mais en tout cas, on avait bien mesuré qu'avec cet homme-là, le pays serait difficile. Alors, bien sûr, le général de Gaulle, dans le voyage qu'il avait fait en 1956, avait bien senti, comme il disait, qu'il y a un monde du Pacifique. Et que dans le Pacifique, on ne laisserait pas faire les essais facilement. Mais à partir du moment où les Polynésiens accepteraient le centre d'essai, diplomatiquement, ce serait plus facile. Ce que, semble-t-il, ne voulait pas le général, c'est d'être obligé de le faire par la force. Donc, alors ensuite, bien sûr, lorsqu'il
il y a eu l'affaire de Suez, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, il est évident que la question du nucléaire se pose, comme je l'ai dit tout à l'heure, et son objectif principal, c'est de restaurer donc la grandeur de la France. Donc il va mettre tout le paquet sur le nucléaire, jusqu'à perdre l'Algérie éventuellement pour pouvoir donc reconvertir les armées et redonner à la France sa puissance. Donc il faut préparer le terrain. Alors le terrain est d'autant plus facile à préparer qu'on s'est débarrassé donc, de Pouvanna, qu'on a supprimé dès la fin 1958 le statut d'autonomie qui avait été donné par la loi Defferre, c'est-à-dire que désormais les responsables politiques du pays n'ont plus les moyens d'empêcher l'implantation du CEP. Bon, malgré tout, c'est toujours le jeu. Si on rencontre une forte opposition locale qui sera appuyée par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays d'Amérique du Sud peut-être, ça risque de poser problème. Donc, tout se met bien en place pour que la pilule, en quelque sorte, passe bien. Bon, d'une part, ça tombe bien parce que la Polynésie est en train de faire face à des problèmes incommensurables. Il y a une hausse démographique extraordinaire. La population, je crois que c'est un des plus forts taux d'accroissement du monde à l'époque. Et les ressources qui permettaient donc de faire vivre le pays sont en train de s'effondrer. La nacre, le copra, le phosphate, toutes ces ressources sont en train de disparaître. Donc, les responsables politiques sont bien conscients que si la métropole ne vient pas en aide, la Polynésie court à la catastrophe. Donc, tout se met en place pour qu'on prenne conscience ici de la misère à venir, et c'est là que le général de Gaulle sort cette phrase les Polynésiens sont gentils, il ne faudra pas regarder à l'argent. Ce qui peut s'interpréter de différentes façons, il va leur faire un cadeau, hein, ou bien une autre interprétation qui, à mon avis, est encore meilleure, c'est il sait très bien qu'on pourra facilement les acheter. Dès 1958, en même temps qu'on a arrêté Pouvanna, l'armée a mis en place des cellules d'action psychologique pour que les Polynésiens ne regrettent pas le temps de Pouvanna, ne regrettent pas ses revendications, et que tout milite en faveur de garder des liens très très forts avec la France. Donc, que ce soit le gouverneur, que ce soit l'armée, que ce soit la radio, que ce soit la presse, tout se met en place pour montrer que le temps de Pouvanna est fini, que le rêve de Pouvanna d'un pays devenu peut-être indépendant ou très autonome, c'est fini, hein, et que l'intérêt de la Polynésie, c'est de vivre en parfaite harmonie avec la France, laquelle sera généreuse. Voilà. Donc, tout est mis en place comme ça. On a pu truquer donc le procès de Pouvanna, on a pu acheter un certain nombre d'hommes politiques, et lorsque le général de Gaulle se décide enfin à prévenir les Polynésiens, voilà, je vais installer chez vous un centre d'essai nucléaire, il le présente comme un cadeau. Vous n'aurez plus de problème d'argent. Et donc, les hommes politiques sont un peu subjugués par ça, et il y a bien quelques oppositions de façade, mais ce sont longtemps des oppositions de façade. C'est-à-dire que même ceux qui, quelquefois, protestent, en même temps, sont en train d'investir pour louer des maisons aux militaires et que ça leur rapporte, ou lancer des affaires, encore une fois, pour bénéficier donc, de la manne qui est en train de se déverser.
Il a fallu l'énergie d'un monsieur qui s'appelait Henri Bouvier, qui était arrivé ici à l'âge de 20 ans en 1932. Il a fallu son extraordinaire énergie pour faire comprendre que les essais étaient dangereux et qu'il fallait s'y opposer. Mais quand enfin une partie de la classe politique s'oppose aux essais, il est trop tard. La chose est faite, on ne peut pas revenir en arrière, l'argent se déverse et ceux qui s'opposent dans le désert. Ceux qui auraient pu vraiment s'opposer, c'était les pasteurs protestants. Et le grand danger que sentent les protestants, c'est que s'ils remuent un peu trop, ils n'auront pas la liberté spirituelle qu'ils attendent. Donc leur protestation, sauf quelques cas isolés, sera pendant un moment assez feutrée. Et la France interdit absolument toute velléité d'autonomie. Et à chaque fois qu'il y a eu des hommes qui ont tenté de reprendre l'idée de l'autonomie, eh bien, ils ont été en quelque sorte balayés par l'État, ont eu les pires ennuis, et puis de toute façon, on les a fait taire de différentes façons. La presse de l'époque était très très pro-française, pro-nucléaire, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je pense que jusqu'en 2004, pratiquement, on a eu une presse ici qui était aux ordres de Paris. Les choses ont commencé à se débloquer progressivement lorsque Giscard d'Estaing s'est rendu compte que on allait passer aux essais souterrains, donc la contestation était peut-être un petit peu moins dangereuse. Et puis d'autre part, Giscard d'Estaing avait très, très peur pour sa réélection en 1981 et il cherchait des voix outre-mer. Or, en 1974, les voix étaient allées à Mitterrand. Donc, curieusement, c'est Giscard d'Estaing qui s'intéresse aux autonomistes et qui passe un accord, si vous voulez, avec les autonomistes. Et pour obtenir l'autonomie, eh bien, ils acceptent de mettre en sourdine leurs revendications antinucléaires. Ce qui fait que la chose a commencé à se débloquer légèrement donc en 1977, mais de toute façon, ce n'était plus tout à fait le gouverneur qui était à la solde de l'État, c'était désormais le gouvernement local, et qui ne s'opposait plus véritablement ni à la France ni aux essais. Et naturellement, ça a été encore mieux lorsqu'ils ont trouvé Gaston Flosse. En 1982, donc, Gaston Flosse arrive au pouvoir, et le ministre de la Défense de l'époque, Charles Hernu, tout socialiste qu'il était, a écrit un document que j'ai publié. C'est que Gaston Flosse est le seul homme, et son parti sont les seuls qui protègent le CEP. Eh bien, le prix à payer pour la tranquillité du CEP, c'est de soutenir Gaston Flosse. Ce qui fait que même les socialistes ont soutenu Gaston Flosse. Donc Gaston Flosse a été effectivement l'homme qui a permis les essais. Lui-même d'ailleurs le reconnaît implicitement quand il dit qu'il a été trompé par la France et qu'on lui a fait croire que c'était sans danger, etc., etc. Ce qu'il faut aussi retenir de cette période des essais nucléaires, c'est que véritablement ça a bouleversé la vie de la Polynésie, avec des conséquences qu'on a toujours aujourd'hui. Le fait que l'argent s'est déversé, eh bien, on a eu une situation qui a fait que du coup, c'était pas la peine de se casser la tête. Le tourisme, pourquoi le développer trop, puisque de toute façon, on avait quand même de l'argent, on pouvait embaucher du personnel dans la fonction publique, on pouvait redistribuer l'argent, donc il n'y avait pas lieu de trop s'inquiéter. Donc le résultat, c'est que finalement, à cause du CEP, la Polynésie est restée fondamentalement sous-développée, au point de vue donc de l'activité. Beaucoup plus grave encore, à mon avis, c'est que la richesse de la Polynésie est la cause de sa pauvreté d'aujourd'hui. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à cause de la richesse
à cause de l'argent qui était déversé par l'État, les salaires et les prix sont très élevés. C'est-à-dire qu'on ne peut rien exporter aujourd'hui sérieusement, puisqu'on a des prix de revient qui sont faramineux. Bon, le tourisme est difficile à exploiter parce que non seulement le voyage est cher, mais sur place, tout est cher aussi. Donc, vous voyez, c'est l'une des contradictions fondamentales de la Polynésie d'aujourd'hui, c'est sa richesse qui est responsable de son malheur. Bon, aujourd'hui, on entend beaucoup le patronat se plaindre, mais il ne faut pas oublier que le patronat, pendant des années et des années, a été à la solde du parti de Gaston Flosse. Et on ne réussissait des affaires que si on était bien avec le pouvoir. Un homme d'affaires qui ne voulait pas être bien avec le pouvoir, il était coulé. Donc on a créé des habitudes et la vie politique est aujourd'hui encore complètement perturbée par ces habitudes d'acheter les gens, de changer de camp, de ne penser qu'à soi-même, à son île, à sa propre clientèle. En fait, comme le disait un homme politique local, c'est faux de dire que les hommes politiques sont versatiles, ils sont fidèles à leurs électeurs. C'est-à-dire que pour être réélus, il faut qu'ils apportent à leurs élus des bienfaits, et pour cela, ils sont prêts à se coucher, à changer d'idée, à dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Voilà, et ça paraît tout à fait naturel. Et tout le monde a profité d'une façon ou d'une autre du CEP. Un industriel m'a dit un jour, c'est pas très glorieux l'argent qu'on a gagné, mais on l'a gagné quand même. Et un monsieur qui est décédé maintenant, pour lequel j'avais beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration, avait suivi mes travaux, notamment sur Puvana-Opa, et il m'a sorti cette phrase extraordinaire. Vous savez, monsieur Regnault, on a été très dur envers Puvana, mais si Puvana était resté au pays, on n'aurait jamais pu faire les affaires que nous avons faites, et vous, monsieur Regnault, vous ne seriez jamais venu en Polynésie. Away, away.